Donc là, normalement, je pense que on va bientôt avoir une petite icône live. Ouais, j'ai like Facebook, je l'ai, moi, c'est né. Alors, ça se connecte. Super. Voilà, normalement, là, je pense que c'est bon. Ok, T'as exact. t'as Facebook ouvert aussi? Ah ouais, c'est bon, super, bravo. Bonsoir tout le monde. Bravo, bravissimo. Hop, je partage tout de suite. Oh, allez. Il y a un petit délai de latence, ouais, toujours pareil, entre Facebook Là, et nous. et ben c'est bon, j'ai partagé. C'est bon. Super. Allez. Eh bien, bonsoir à tout le monde. Hop, de toute façon, je le mets là parce que je ne vais pas trop voir après. Alors, on va attendre un tout petit peu, mais voilà, il y a déjà du monde. Bon, et ben voilà. Donc, bonsoir tout le monde. Merci d'être venu ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Leïla. Je suis coach en éveil énergéticienne et j'aide les personnes en quête de sens, notamment les femmes et les entrepreneuses, à aligner leur âme à leur business et à leur vie personnelle et sexuelle. Et ce soir, j'ai décidé de faire un live avec Cyril Lichamp, qui va se présenter encore mieux que ce que je peux faire, je pense. Donc Cyril, je t'en prie, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Et si tu peux parler un peu de toi, te présenter. Ouais, bien sûr. Bah écoute, en tout cas, non, merci à toi de m'avoir proposé de participer à ce live. Me présenter, ouais, bah écoute, demain je vais avoir 49 ans, donc j'ai entamé ma 50e année. Je suis assez excité. Je suis assez, c'est vrai, non? Je lisais tout à l'heure un truc, une phrase que j'ai vue sur Facebook qui disait 40 ans, c'est la vieillesse de la jeunesse, et 50 ans, c'est la jeunesse de la vieillesse. Donc je vais retenir un jeune de la vieillesse. Donc c'est cool, C'est génial ça. c'est la bonne nouvelle. Et puis, bah, sans ça, je suis journaliste depuis 22 ans. J'ai travaillé en radio, en télé, sur le web aussi pas mal. Et depuis 6 ans, 2014, ça a été un premier virage dans ma vie. J'ai quitté une grande maison qui s'appelle France Télévisions, où j'ai travaillé pendant 15 ans. Parce que je m'y trouvais plus à ma place. Voilà. Donc j'ai pris un gros risque, j'ai fait un gros pari parce que j'avais un bon salaire, j'avais une situation, j'étais encore marié à ce moment-là. Enfin non, c'était la même année où j'ai quitté mon boulot, je me suis séparé pour plein de choses. Et du coup, depuis 6 ans, ben, je suis journaliste, mais ce qu'on appelle journaliste indépendant. Donc autant te dire que dans indépendant, il y a liberté, Ouais. il y a aussi pas cool, enfin non pas cool, grosse difficulté, c'est compliqué de se faire entendre. Bizarrement, du jour au lendemain, quand tu n'as plus une carte avec un beau logo sur ta carte, Ouais. bah, la mémoire des personnes s'évapore, se volatilise. Donc du coup, bah, il a fallu tout reconstruire, construire pas mal de choses, mais ça m'a pas fait peur. Du coup, j'avais créé une boîte en 2015 que j'ai fermée l'année dernière. Mais c'était une belle aventure. Et donc, je suis journaliste, je crée des contenus, je fais des interviews, des podcasts audio, des contenus vidéo, mais j'écris aussi depuis un an. Ça, je crois qu'on va en parler aussi tout à l'heure. Ouais, Donc, je totalement. suis journaliste, auteur, et sur mon profil Facebook, j'ai mis aussi révélateur de conscience, Ouais, j'ai beaucoup aimé. parce que j'estime que le métier que je fais, qui est l'un des plus beaux métiers du monde, je crois qu'on est tous à le dire, quand on a un métier qu'on aime, on dit que c'est le plus beau métier du monde. J'estime que ce métier, aujourd'hui, il a besoin de reprendre du poil de la bête et surtout de revenir, de se remettre à sa place, à la bonne place. J'en discutais tout à l'heure avec une correspondante du Progrès ici à Lyon, et qui je suis allé boire un pot, qui me disait, mais c'est vrai que en tant que journaliste, on a besoin de. C'est pas le journaliste la star, voilà. En gros. Nous, notre boulot de journaliste, c'est de mettre l'autre en avant, de le mettre sur un plateau et de faire en sorte surtout qu'il puisse dire des choses qu'il ne dirait pas ailleurs. Donc, il se confie. Et puis, pour que d'autres, comme toi, comme ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, ben, puissent apprendre des choses. Voilà, et avoir envie d'apprendre et d'être curieux. Et aujourd'hui, on a furieusement besoin de réinstaurer tout ça. Et qu'est-ce qui t'a poussé à quitter un grand groupe alors que justement tu avais un certain confort? Je me sentais plus à ma place. Je me sentais plus à ma place. J'ai proposé plein de choses, j'ai fait plein de choses. J'ai été un. Aujourd'hui, je me rends compte avec le recul et j'ose le dire. Je pense que j'étais un trublion, j'étais un électron libre au milieu de toutes ces personnes qui
avaient commencé à l'heure, fini à l'heure, avaient leurs horaires, avaient leur travail, c'était rassurant. Moi, j'ai toujours eu besoin en fait d'aventure, de bouger, de créer des nouvelles choses. Je pense que je suis un peu hyperactif. Et du coup, ben, j'ai proposé plein de choses, plein d'idées. J'ai connu 4-5 directions. J'ai proposé même des choses en montant à Paris. Et puis, à chaque fois, je me prenais une veste. Donc, ben, c'était que professionnel. Donc, au final, même si j'adore mon métier, c'était pas grave parce que ça me donnait encore plus d'élan et de moteur pour recommencer. Sauf qu'à un moment donné, voilà, je suis allé voir la directrice de l'époque. Je lui ai dit, écoute, voilà, franchement, très franchement, on se regarde dans les yeux. Est-ce que je peux encore évoluer? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent bouger? Et là, elle a été très très honnête et je le remercie. Elle m'a dit, c'est Cyril, je pense que, en tout cas, ça va être très long et je te garantis pas. Je lui ai dit, ok, bah, si tu veux, on se quitte bons amis. Voilà. On fait une rupture conventionnelle et je m'en vais. Et comme ça, bah, moi, il m'a fallu 6 ans pour prendre cette décision. Ah 6 oui, ans. Bah oui, parce qu'à l'époque, j'étais encore marié, j'avais 3 enfants. Donc, tu sais, voilà, as acheté une maison, tu as plein de charges. Donc, c'est souvent ce qui freine beaucoup de personnes. Et au final, aujourd'hui, j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas se baser là-dessus. Voilà. Il faut écouter son cœur, il faut écouter ses envies, il faut s'écouter et savoir recentrer les choses, recadrer les choses et savoir ce qui est vraiment important dans notre vie. Qu'est-ce qui est vital en fait? C'est gagner de l'argent, avoir du matériel, avoir un bel appartement, une grosse voiture, ou est-ce que c'est vivre chaque instant, chaque moment, le vivre intensément et puis partager avec ceux qu'on aime et puis avoir envie de se sentir libre hein, et de dire ben, si je fais 12 boulots, c'est pas grave en fait, c'est une richesse. Quoi. Voilà. mais c'est ce qui est vachement intéressant dans ton parcours, justement. C'est le fait que tu as osé quitter quelque chose qui était pourtant un métier qui était reconnu dans une grosse boîte pour vraiment écouter ton cœur. Et donc, comment tu as fait pour te dire, OK, là, j'écoute vraiment mon âme, j'écoute mon cœur et je suis mon intuition? Alors, ça n'a pas été aussi fort que l'année dernière. Il y a 6 ans, quand j'ai quitté France Télévisions, c'était vraiment parce que je me sentais acculé. Quoi. Je sentais le burn-out, je sentais un truc qui n'était pas bon pour moi. Donc, ça a vraiment été de la survie. Et il y a plein de personnes, y compris mon ex-femme, hein, un de mes enfants, qui ne comprenaient pas. Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu ne comprends pas pourquoi tu fais ça? Et il s'avère qu'en fait, avec mon ex-femme, on s'est séparés au mois de mars et j'ai fait une rupture conventionnelle au mois de juin, au mois de juillet. Donc, tout s'est enchaîné. Ouais, c'est ça, tout s'est enchaîné. Ouais. Voilà, et en fait, je pense que ce qui m'a poussé, c'est de me dire, bah, j'ai plus rien à faire. En fait. Je sors de ma zone de confort, donc autant que j'en sorte complètement. Ouais, c'est courageux, hein, parce que ça, justement, sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose que l'humain, de base, a beaucoup de difficultés à faire, parce qu'on est habitué justement à être dans notre routine, dans notre confort, et on ne veut pas le quitter, parce que ça fait peur. Et donc, c'est un vrai challenge et c'est un beau saut que celui que tu as fait. Et donc, Alors, ce qui est très drôle, excuse-moi, je te coupe, mais ce qui est ouais, très drôle, c'est que mon éditeur, ouais, qui est devenu mon éditeur, quand il m'a remis les premiers livres au 12 décembre, c'est justement la discussion qu'on avait eue, et il m'avait dit, en fait, la zone de confort, c'est la plus inconfortable. Et il a raison. Parce qu'en fait, quand on reste dans une zone de confort, c'est un peu comme aujourd'hui, par exemple, tu vois, on reste dans une zone de peur, donc les gens ont peur, et c'est à quelque chose un peu de rassurant, parce qu'au final, on laisse les manettes à l'autre. On se dit, voilà, mais comme ça, au moins, je ne prends pas de responsabilité, c'est la facilité. Et la facilité, c'est le pire ennemi de l'être humain. La facilité, le laxisme, la fuite, des choses que je raconte dans mon livre. C'est ce qui m'a coûté très très cher, ce qui m'a coûté 48 ans de ma vie quand même. Donc, alors, quand je dis coûter 48 ans, je suis pas malheureux pendant 48 ans, mais je ne me suis pas affirmé et je ne me suis pas assumé en tant que moi, en tant qu'homme, en tant que personne, en tant qu'individu, en tant que citoyen, pendant 48 ans. J'ai laissé les autres faire. Mais ce qui arrive beaucoup chez beaucoup d'hommes, il faut être honnête, plus que chez les femmes sont courageuses, guerrières. Il peut y avoir un peu de perfidie, mais ça, voilà, on n'a pas tous les qualités, on peut avoir des défauts. Mais, belle description. non, mais en fait, alors après, c'est pas un raccourci, mais je dois dire que j'ai discuté avec beaucoup de femmes, plus que d'hommes, pour l'instant. J'espère qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont lire ce livre. Et beaucoup de femmes se sont reconnues dans les descriptions que je pouvais donner, notamment quand j'ai dit que toutes les femmes ont au moins entendu une fois cette phrase-là dans leur vie, c'est « Attends, je vais le faire ». Donc « Attends, je vais le faire », c'est « Ok, je vais le faire, t'inquiète, je veux assumer ce que je suis ». Mais voilà, c'est pas pressé. Ouais, C'est ouais, du laxisme. C'est du laxisme. Et aujourd'hui, on souffre de ça. Et tout ce qu'on est en train de subir, oui, enfin tout ce qu'on est en train de subir, moi je subis rien, mais tout ce que certaines personnes subissent, c'est l'accumulation de la délégation. Je délègue à l'autre et moi je ne prends pas ma responsabilité face à moi-même.
et je ne m'engage pas. Et puis, j'ai lu dans ton livre aussi que tu disais que pendant longtemps, tu n'arrivais pas à exprimer tes envies et tes volontés aussi. Mes émotions, bien sûr, ouais. Ouais. Mais parce que, alors après, ça remontait vraiment dans l'enfance. Donc, moi, ce livre, ça a été, c'est ce que je dis, ça a été vraiment une auto-analyse. J'ai eu énormément de chance. J'ai réussi en 2 mois d'écriture à faire une auto-analyse, à casser les chaînes que j'avais, qui sont généralement des chaînes qui viennent de l'enfance, 0-6 ans. C'est entre 0 et 6 ans, généralement, c'est là qu'il faut les Toujours, fouiller. bien sûr. Ouais. Jusqu'à 6 ans et demi, le cerveau fait un reset, il enlève tout ce qui a été accumulé pour pouvoir engranger de nouvelles connaissances. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont obligées de faire des séances d'hypnose pour aller chercher le traumatisme ou les traumatismes qu'ils ont eu entre 0 et 6 ans. Ah bah totalement, c'est exactement ce que je fais avec certaines clientes. Ouais. Voilà, donc tu me confirmes. Ok, super. Donc je raconte pas que des bêtises. Et puis donc, Justement, vu qu'on parle de ton livre, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé l'année dernière? Alors, déjà, je vous le montre, voilà, évident. Ce qui s'est passé l'année dernière, c'est très simple, ce qui peut se passer dans n'importe quelle vie, de n'importe qui. Tu partages ta vie avec une femme ou avec un homme, et puis cette personne, à un moment donné, ne t'aime plus. Ça peut arriver, ce sont des choses possibles, et c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Sauf que toi, effectivement, peut-être que tu as mis beaucoup plus d'amour et beaucoup plus d'attente. Le mot est important, d'attente. Oui. Aussi, c'est un piège, l'attente. Et au final, tu t'es endormi un peu sur tes lauriers, et puis tu n'as pas forcément, en plus, tu as tes chaînes qui te retiennent, et puis tu n'exprimes pas tes émotions forcément complètement, et puis tu te lâches, mais pas totalement. Ce qui fait que la personne qui est en face de toi te dit, écoute, je te quitte. Voilà. Et donc, ça arrive, ça arrive tous les jours à plein de personnes. Sauf que moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pourquoi le traumatisme a été grand, c'est parce que même si j'étais marié 15 ans avec 3 enfants, la personne avec qui j'étais pendant 4 ans et demi, en fait, dans ma tête, je m'étais programmé, je m'étais dit, c'est la femme du reste de ma vie. D'accord, oui. C'est la femme du reste de ma Tu vie. t'es déjà programmé en te disant, ok, c'est celle-là, point. Oui, et puis c'était tellement fort, il y avait tellement d'évidence aussi entre nous, que pour moi, il y avait pas de. Et puis elle aussi me l'exprimait, elle m'avait exprimé certaines choses, donc des choses assez fortes. Mais après, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, et puis l'amour, ça ne se commande pas. On ne peut pas pas forcer quelqu'un d'aimer quelqu'un. Sans ça, c'est plus de l'amour, c'est de la possession. Et du coup, moi, ça a été un parpaing, c'était un mur entier dans la tronche. Donc, il a fallu que, même si effectivement je l'ai pas su du jour au lendemain, on avait discuté un petit peu, elle m'avait prévenu, elle dit ouais, je sens que c'est différent, voilà, etc. Donc, mais le moment où le coup près arrive, le dimanche 5 mai, il a. Et là, c'est le drame. Ouais, là, c'est pas aussi grave qu'un accident, on perd pas un membre, on perd pas la vie, on ne devient pas tétraplégique, on n'a pas un cancer, mais le monde s'effondre. Voilà. Il n'y a pas besoin d'être tétraplégique pour souffrir. La douleur, elle n'a pas besoin de circonstances particulières. On est d'accord. Chacun a sa grosse. Enfin, chacun peut vivre quelque chose de catastrophique. Ça peut être la perte même d'un animal. Moi, je le respecte énormément. Je le respectais déjà avant, mais aujourd'hui, je le respecte encore plus. Et donc, en fait, ça a été terrible parce qu'après, entre laps de temps, les 20 jours qui se sont écoulés entre le moment où il y a eu l'annonce et le moment où ça s'est vraiment fait, c'était un moment où moi-même, j'ai chargé le camion avec les affaires et j'ai vu le camion partir. C'était 20 jours de torture, enfin de questionnement. En plus, on continue à vivre sous le même toit parce que je suis quelqu'un à la base d'extrêmement gentil. Je me dis, c'est pas la peine de chercher, de partir comme ça. Voilà, la maison est assez grande, il y a des chambres, voilà. Donc, sauf que j'avais pas moi forcément vu ou vouloir voir. J'avais pas voulu voir que quand quelqu'un passe à autre chose, c'est autre chose, quoi. Et que toi, même si tu es là, même si toi, tu as toujours cet amour et que tu as une volonté en vrai, tu dis non, mais peut-être que je peux le reconquérir, peut-être que je peux la reconquérir. Donc ça, c'est partie des étapes. J'ai vu ça dans ton livre, on le lit bien, on voit bien la progression au fur et à mesure des jours, où tous les 15 premiers jours, je crois, où on voit, tu es encore en train de te dire, peut-être que je peux la récupérer, je vais m'améliorer physiquement, je vais m'améliorer mentalement, je vais m'améliorer pour après la récupérer, etc. J'étais persuadé que c'était elle qui se plantait, donc je voulais la persuader. Et puis, j'étais persuadé aussi qu'elle faisait une erreur, que j'explique à mon cousin quand je vais le voir à Marseille, qui me reprend, qui me dit non, mais voilà. Et donc, en fait, en 15 jours, 3 semaines, j'ai vécu ce qu'on appelle les 5 étapes
de la rupture. Il y a, après, en gros, 5 étapes. Il y a l'effondrement, l'incompréhension, la reconquête, la colère et l'admission, le fait d'admettre, voilà, et de tourner la page. Donc ça, il y a des personnes, ça leur prend 6 mois, 1 an, 2 ans, 4 ans, enfin, ça peut être long. Et puis, moi, grâce à l'écriture. Alors, comment ça s'est passé? Le 25 mai, donc mon ex-compagne part avec son camion et je vois le camion partir de la cour de la maison, tourner. Et au moment où je perds le focus sur le camion, là, il s'est passé un truc extraordinaire qui s'était jamais passé dans ma vie encore jusqu'à maintenant. J'ai entendu cette petite voix là à l'intérieur me dire rentre et écris. Et cette petite voix, selon toi, c'est quoi? C'est ton intuition? C'est ton ange gardien? C'est quoi? Je suis incapable de te dire ce que c'est, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'elle est toujours là, encore aujourd'hui. Je pense que c'est ton âme, ton intuition, tout ça c'est lié, l'âme, l'intuition, les émotions, voilà, c'est la même chose, voilà, avec l'esprit, l'âme et le corps, voilà, les 3 entités. Mais en fait, je pense que j'ai eu surtout un énorme coup de chance d'avoir cette force de l'intérieur qui est venue me secouer. Alors j'avais mes filles qui étaient là, qui jouaient dans la maison, donc peut-être aussi peut-être que ça a joué. Il faisait beau, c'est ce que je dis dans le bouquin, j'aurais vécu la même chose en hiver, je ne sais pas si j'aurais, je ne sais pas. Là, il faisait beau, c'était le printemps, donc il y a eu aussi tout ce contexte qui a fait que ça m'a peut-être donné envie de rebondir. Et puis je sais pas, il y a eu cette voix, donc j'ai entendu quelque chose. J'ai pas réfléchi, j'étais un vrai robot. Je suis rentré, j'ai fermé la porte, j'ai pris l'ordinateur, je disais les filles, sortez, je dehors, j'ai un truc à faire. Et là, en 20 minutes, j'ai écrit l'introduction et les 2 pages de la première journée qui sont dans le bouquin. Voilà. Waouh! Alors que tu n'avais jamais encore écrit. J'avais scrabouillé un petit peu des choses comme ça, parce que mon métier fait que souvent on me dit, t'as 22 ans de journalisme. Oui, j'écris mes textes, mais écrire pour écrire, c'était même pas un plan dans ma vie. C'est-à-dire que j'avais pas le projet d'écrire un bouquin. En tout cas, surtout pas un bouquin comme ça, où j'allais totalement me livrer et j'allais me foutre à poil et enlever tous les filtres et voilà quoi. Ah oui, parce que là, c'est un bouquin super intimiste. On est vraiment avec toi, on Ouais, lit tes émotions, ouais, tu es ouais. transparent. Et Tu nous montres vraiment qui tu es. authenticité totale, et j'ai mis du temps à comprendre pourquoi est-ce que j'avais autant de retours positifs et autant de retours qui me touchaient, qui m'ont fait chialer. J'ai mis du temps à comprendre que c'était l'authenticité des trucs. Et aujourd'hui, en fait, ce qui est génial, alors, quand j'ai eu fini d'écrire pendant les 20 minutes, l'intro, et la première journée, parce que c'était ma première journée, euh, deuxième fois, bim, deuxième semence, ma petite voix. Moi, je me dis à haute voix, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? À quoi ça me sert? Qu'est-ce que je vais foutre d'écrire un truc? Et là, deuxième fois, écris pendant 60 jours et tu verras ce que tu diras en 60 jours. Ah, en plus, c'était précis. 60 Écrit jours. pendant 60 jours, direct. Ça. Et donc, je me suis dit, ouais, ok, c'est pas plus idiot, pas plus bête. Et puis, autant, 60 jours, ça fait quoi? Ça fait fin juillet. C'est un défi. Alors là, j'ai l'impression que moi-même, je me lance un défi à moi-même. Ma petite voix, mon intuition me lance un défi. Ah ouais, là, non, je vais pas tomber une deuxième fois quand même. Je vais pas me faire piétiner en plus, me piétiner moi-même, quoi. Mm. Donc là, il y a eu, je sais pas, c'est pas de l'orgueil, il y a rien de négatif, c'est vraiment de l'estime de moi. Je me suis dit, non, là, tu as l'occasion de faire quelque chose, d'aller au bout de quelque chose. Puisque pendant 48 ans, tu as toujours fait les choses, mais à moitié aux 3 quarts. T'as pas, comme beaucoup d'hommes, hein, Mathieu, il faut se réveiller, hein, Moi, je dirais comme beaucoup d'êtres humains au sens très global du terme, quand même. beaucoup d'êtres humains. Mais c'est vrai que de manière générale, il faut avouer que l'homme est un petit peu plus lent à la détente que la femme. Donc, il y a des hommes qui vont très vite, qui sont très perspicaces, qui savent ce qu'ils veulent, qui voilà, c'est bon aussi effectivement, tu as raison du parcours de vie. Mais voilà, en tout cas, moi, c'était mon cas et j'ai tout de suite analysé, compris mes torts, compris mes défauts, mes qualités, et je suis parti dans l'écriture, voilà, tous les jours, tous les soirs, ou le lendemain matin, au pire, ou plus tard. J'écrivais ma journée, journal intime, voilà, et avec mes émotions et mes ressentis. Ça, c'était très important. Donc, c'était une thérapie, une auto-analyse, vraiment, une thérapie de tout foutre sur la. Et je m'étais fixé une page. Voilà, je me suis dit, il faut écrire une page par jour, c'est tout, une page Word, c'est tout. Donc, je me suis pas mis à un truc.
Ouais, mais c'est bien, parce que c'est ce qui a fait que tu t'y es tenu en plus. Non seulement je m'y suis tenu, mais quand tu arrives au bout, c'est assez indescriptible en fait. Le 23 juillet, quand j'ai fini l'écriture, c'était le dernier jour. Que forcément, je dis voilà, 58e jour, 59e jour. Là, c'est comme, il reste 2 dodos, 1 dodo, voilà, 1000. Et là, tu te dis, wow, 60e jour. Putain, j'y suis, quoi. Je l'ai fait. Et là, il y a eu 2 sentiments qui m'ont traversé l'esprit. C'est la satisfaction, l'énorme satisfaction d'avoir relevé le défi, d'avoir été au bout de mon défi et de l'avoir fait. Sans avoir l'idée de l'éditer derrière, c'était vraiment juste, voilà, pour moi, ça allait s'arrêter là. Quand derrière, j'ai eu un énorme sentiment de gouffre, de vide en fait. Puisque je m'étais fixé, comme quand tu fixes un défi sportif ou un défi entrepreneurial, tu vois, et ben, à un moment donné, tu arrives où, comme j'en ai fait aussi des défis humains, du moins un projet, un événement, et à la fin, tu sais, as ce vide où tu te dis, limite déprime, merde, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ah bah oui, bien sûr, parce que ça a tellement été ce qui t'a maintenu en vie pendant des mois que d'un coup, C'est ça, c'est exactement ça. Et ben là, c'est là qu'est venue l'idée, je me suis dit, bon, bah tiens, si je le faisais lire à des gens que je connais, à des gens que je ne connais pas, juste au moins pour savoir si ça parle ou pas, ou voilà, mais ça s'arrêtait là, quoi. Et là, j'ai choisi 10 bêta lectrices et bêta lecteurs que je connaissais et 10 que je connaissais pas. d'accord. Voilà. Et je leur ai fixé 2 règles. La première règle, c'est qu'il fallait qu'ils soient les seuls à le lire, le manuscrit. Et deuxièmement, qu'une fois qu'ils aient lu le manuscrit, qu'ils le détruisent. Qu'ils détruisent le fichier. Ah, il le détruit, d'accord. Ah ouais, qu'ils le suppriment, qu'ils le gardent pas. Mm. Et ils ont tous accepté. Alors, les premiers retours que j'ai eus, c'était des gens que je connaissais. Alors, voilà, bon. La première qui l'a lu, c'était ma belle-mère. La chérie de mon père, qui l'a lu et qui m'a fait ce retour énorme, qui m'a dit, écoute, c'est un best-seller. Je lui ai dit, ouais, écoute, c'est gentil, mais je te jure, c'est haletant, c'est prenant, on est dedans, on est avec toi, on suit le truc, et puis c'est tellement positif et ça donne tellement de bonnes choses, de bonnes clés. Et là, déjà, le premier mot-clé, déjà, hop, hop. Et là, je me dis, bon, c'est passé une autre chose, parce que c'est gentil, c'est ma mère, elle m'apprécie, peut-être que c'est aussi de faire plaisir à mon père, j'en sais rien, enfin, tu vois, tu te dis, Oui, bah tu dois toujours quand c'est des proches à toi. voilà. Et puis, ben, petit à petit, tu te rends compte que les retours bouleversants continuent. C'est émouvant, touchant, ça me fait pleurer. Je commence à lire les 2 premières lignes, voilà, je m'écroule. Bon, c'est touchant. Et puis là, je passe au bêta lecteur, bêta lectrice que je ne connais pas. Là, je me dis, bon, allez, on va passer dans le dur. Là, je vais en prendre plein la tronche. C'est cool, comme ça, de toute manière, comme je n'ai pas le projet de l'éditer. Et là, c'est encore pire. Là, c'est encore pire. Parce que c'est des gens que tu connais pas, qui ne te connaissent pas, des femmes, des hommes, et qui te renvoient des tartes comme ça, Waouh. en t'expliquant, mais je sais pas, ça m'a réveillé des choses, je me suis reconnu, j'ai couru avec toi, j'ai ri avec toi, j'ai pleuré avec toi, je buvais mon thé avec toi le matin, enfin, avec des gens qui disent, mais au fait, tu t'as arrêté de fumer, mais au fait, tu bois toujours ton thé le matin, tu fais toujours tes... Et là, je me dis, et là, j'ai commencé à comprendre l'ampleur, en fait, du truc. Je me suis dit, ouais, les gens sont rentrés dans ma vie. Mm. Je les ai fait rentrer dans ma vie. Mais c'est vrai que tu as Et une manière d'écrire qui est très touchante. C'est simple, mais touchant. Parce que justement, tu nous parles de tes émotions, tu nous parles de tes habitudes. Donc, ce qui fait qu'en fait, on vit avec toi, quoi, concrètement. Et c'est ça qui fait aussi, je pense, le succès de ton livre. Et là où tu nous donnes des clés, c'est parce que tu nous emmènes vraiment dans ton cœur, dans ta vie. c'est ce que j'ai mis à peu près 3 mois à comprendre, 3-4 mois à comprendre. Parce qu'à force de poser des questions, de demander des clés, c'est quoi, dites-moi, expliquez-moi. Enfin, bah, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas comment dire. Jusqu'au moment où j'ai eu un pote, Philippe Ponce, qui est un coach, qui a été mon premier passeur de clés d'ailleurs, qui m'a dit, mais attends, si, il y a des punchlines, attends. Mais je lui dis, il dit, attends, je vais stabiloter. Et là, il a stabiloté dans mon livre, il m'a envoyé les extraits stabilotés. Et là, effectivement, j'ai compris ce qu'était une clé. C'est en fait une tarte dans la tronche ou voilà, un truc qui fait que, sans faire exprès, ça t'ancre dans quelque chose que tu connais et qui vient remuer des choses. Et là, je me suis dit,
c'est moi qui fais ça. Vraiment. Et je me suis dit, waouh, j'étais guidé, j'en sais rien, j'étais en état second, je sais pas comment, l'écriture spontanée, enfin, je suis pas connecté avec, je fais pas partie de ces personnes qui sont connectées avec autre chose. Mais en Bah, tout cas, tu l'es comment? forcément. Oui, peut-être d'une certaine manière, oui. Oui, oui. D'autant plus que j'ai ma mère qui est beaucoup là-dedans, donc oui, il y a forcément aussi peut-être aussi un héritage. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je suis connecté que l'humain. Ça, c'est une certitude. Et que je ne peux pas faire autrement. J'ai mis du temps à me l'avouer et à l'accepter et à l'assumer. Mais c'est pour ça que j'ai choisi ce métier et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je dis que je parle vrai, et que je suis authentique et que je suis probant, j'ai aucun doute là-dessus et j'ai une énorme estime de moi dans le sens où je suis fier de ce que je fais et de la manière dont je le fais. Voilà. Et j'ai mis du temps parce que souvent, tu sais, dans la société dans laquelle on vit, on dit ouais, mais t'es prétentieux, t'es impétueux. Mais en fait, non, c'est vraiment, sincèrement, l'envie de donner à l'autre et d'écouter l'autre et de lui donner la possibilité de s'exprimer. Même là, si je l'ai fait avec mon livre, enfin, je l'ai fait moi, Ouais, j'avais même pas l'idée, la volonté de l'éditer en fait. C'est ça. Et je pense que c'est pour ça que ça m'a décoincé plein de choses en fait. totalement. Et au fur et à mesure du livre aussi, on comprend que tu arrives à lâcher prise. Et comment tu as réussi en fait à aller dans ce fameux lâcher prise? Parce qu'on en parle beaucoup, mais au final, on a tous des difficultés à vraiment l'incarner. Alors, le lâcher prise, c'est un vaste sujet parce que tu en as beaucoup qui sont pro lâcher prise et d'autres qui disent ça sert à rien. Qui disent le lâcher prise, c'est une illusion, on peut pas lâcher prise, c'est pas possible. Moi, aujourd'hui, j'ai totalement lâché prise. Quand je dis lâcher prise, c'est-à-dire que je me pose quasiment plus de questions, je vis au jour le jour. J'ai pas de visibilité, mais ça ne m'angoisse pas, ça ne me stresse pas. Je vis vraiment les choses. Comment dire, je pratiquais déjà la loi d'attraction, mais là c'est terrible parce qu'au final, il y a des choses senties. Et en fait, j'ai l'impression d'être avec une planche comme Bryce de Nice. Je suis sur la vague et voilà, j'ai pris la vague et je suis. Je suis la vague en fait. La vague me porte. Ouais. Alors c'est pas pour ça que je suis devenu multimillionnaire et c'est pas du tout ce que je recherche. Je recherche un bien-être, je cherche pas le confort matériel, je cherche le confort mental, le confort surtout spirituel. Et c'est ce que j'ai trouvé. Ce que j'ai trouvé. Après, les deux peuvent aussi aller de pair, hein. Le matériel et le spirituel ne sont pas opposés, au C'est pas contraire. incompatible, mais c'est vrai que je suis tellement dans une démarche d'aventurier. Au final, au fin fond de moi, je suis quelqu'un qui. Là, j'ai 3 enfants, donc j'ai aussi quand même cette responsabilité. Et ce qui prouve que j'ai bien les pieds sur terre et que sans ça, j'aurais pris mon sac à dos, je serais parti. Voilà. Mais je sais que je finirai sur les routes. Je finirai baroudeur, aventurier, je sais pas, enfin, pour aller rencontrer les gens, les écouter parler, m'enrichir de ce qu'ils vont me dire, et puis vivre les choses avec ces personnes, quoi. Mm, mm. Constater, être, être un constatateur plus qu'un hableur, plus que quelqu'un qui parle et qui raconte, c'est beau aussi, mais, euh, mais je trouve que, en tout cas, le métier que je fais nécessite le fait, et j'en parlais tout à l'heure aussi avec la journaliste qui travaille au Progrès, c'est qu'il y a énormément la perte dans ce métier, le fait du terrain, d'aller voir les personnes, de les rencontrer, d'être, comme on dit à Lyon, d'être face à face, voilà, d'être là, puis de dire comment tu as vécu le truc, comment tu as fait, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que d'aller voir la source, c'est le cas de dire, hein, et de dire voilà, comment toi, qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que tu as, pour s'en imprégner, pour pouvoir le transmettre correctement à l'autre. Et donc, comment tu es arrivé aussi justement à vivre au jour le jour? Parce que dans le livre, on le voit bien. Tu dis, voilà, j'ai aucune visibilité, mais j'enchaîne les jours. Chaque jour suffit sa peine, entre guillemets. Et donc, jour après jour, je fais ça. Je lâche prise, je vis au jour le jour. Alors que c'est quelque chose qui, quand même, demande, on va dire, pas mal d'efforts pour beaucoup de personnes. Et toi, c'est venu naturellement au fur et à mesure que tu écrivais, en fait. Tu sais, je crois que quand tu es à poil, il n'y a qu'une seule chose, c'est tu vas essayer de te rhabiller, mais en tout cas, tu vas pas attendre, tu vas avancer, quoi. Voilà. Quand t'es dos au mur, t'as plus rien à perdre, t'as tout à gagner. Et je pense que c'est ça le déclic du lâcher prise, de comprendre
de comprendre déjà que tu es mortel. Mm. Beaucoup de personnes, en fait, c'est pour ce que j'ai l'habitude de dire, moi, mon confinement de 2020, je l'ai vécu en 2019, pendant ces 60 jours-là. C'est bizarre parce que c'est les 60 jours, pareil, comme le confinement. Moi, j'ai vécu un T'étais un an. précurseur. Non, mais en tous les cas, j'ai eu la chance, j'estime que c'est une chance, parce que moi, le confinement, je l'ai très bien vécu, et ça a été une richesse, et voilà, ça n'a pas été un problème. Au contraire, ça a été plein de solutions et plein de choses belles, parce que pendant 2 mois de confinement, j'ai animé une émission sur une web radio, et avec un jeune Mehdi de 16 ans, qui est devenu un pote. Et en fait, ben, dans mon cocon, j'étais voilà, dans mon défi. Et en fait, j'étais comme le sprinter là, qui va courir les 100 mètres et voilà, qui est dans sa bulle, qui fonce, qui a qu'un seul objectif, c'est là-bas, la ligne d'arrivée. Ben, moi, c'était ça. Je pense que j'ai eu. Pour ça que là, ça peut être, ça apparenté à de l'autisme, tu vois, une sorte voilà, t'es comme ça, t'es fixé, tu vois ton truc et tu restes dedans. Et si on dit un truc, non, t'es dedans. Voilà. Et du coup, ben, c'est ce qui m'a sauvé aussi, de penser à moi, de penser à moi et à penser à me sauver. Et, et de me concentrer sur mes objectifs. Perdre du poids, écouter de la musique, beaucoup de musique, écrire, aussi bosser pour vivre, payer des factures, etc. Enfin, et d'appréhender tout ça sans stress, juste de l'envie de tout péter, quoi. Voilà, de tout déchirer, et puis d'avancer, et aussi de me prouver, je pense, que je valais mieux que, tout ce que j'avais vécu. Donc en fait, tu t'es aussi redonné de l'amour de toi. Ah, mais à fond. Je me suis trouvé de l'amour de moi, en fait. C'est que j'ai toujours fait en fonction des autres. Mais parce que je suis gentil, c'est mon fond, ça moi je le change pas, il ne changera pas. Sauf que j'avais tendance à oublier un truc, c'est que c'est bien de penser aux autres, mais les autres ils t'attendent pas en fait. Il y a cette chanson que j'avais jamais compris, qui était on est toujours tout seul au monde. On vit les uns avec les autres, on vit les uns contre les autres, mais au final on vit, ouais, on est toujours tout seul au monde. Et c'est ça, c'est qu'en fait il faut accepter le fait que la seule personne que tu as jusqu'à ton dernier souffle, c'est toi. Donc la première personne dont tu dois prendre soin, et que tu dois aimer, que tu dois respecter, c'est toi. Ah, mais ça, entièrement, c'est exactement ce que je dis tout le temps. Mais c'est vrai qu'on n'est pas habitué, en fait, dans notre société à l'heure actuelle. On est tout le temps habitué à penser aux autres, à mettre les autres en priorité. Et dès qu'on dit il faut s'aimer soi ou prendre du temps pour soi, les gens disent que c'est de l'égoïsme. Alors qu'au final, pas du tout. Alors pour moi, la différence, l'égoïsme, c'est quelqu'un qui pense à lui, mais qui n'a pas envie de donner aux autres. Pour moi, c'est ça l'égoïsme. C'est faire pour soi, mais en avoir strictement rien à battre des autres. Voilà. Moi, je fais pour moi, mais j'en ai pas rien à battre des autres. Je fais aussi pour les autres, et je sais que si moi je vais bien, et si je suis au top, je pourrais faire au top pour les autres. Si je vais bien, si je montre l'exemple, l'exemplarité, n'est respecter que ce qui est respectable, si j'arrive à être respectable, donc à me faire respecter, et si j'arrive à être exemplaire, le mieux que je peux, bah déjà mes enfants, ça va leur donner un exemple. Donc ça va leur servir. Et tout ça, c'est une boule de neige en fait. Ça fait effet boule de neige. C'est-à-dire que plus tu es respecté, plus tu es respectable, plus tu es respecté, et plus on a envie d'écouter ou de suivre un petit peu le pourquoi de ce que tu fais. Puis c'est l'histoire du vase vide. Le vase vide, il ne peut pas arroser les plantes parce qu'il est vide. Alors que quand le vase il est plein, il peut arroser pas seulement une plante, mais tout un parterre de plantes. Exactement. C'est exactement. L'image est très très belle. C'est exactement ça. Et voilà. Et c'est vrai que j'adore aussi ce genre de. Beaucoup, je parle souvent beaucoup avec des métaphores. Je pense que c'est facile aussi pour que les personnes comprennent mieux. Et donc quand ça va vite, je suppose que j'ai cru comprendre que c'est aussi pareil pour toi. Quand ça va vite dans ton cerveau, à un moment donné, il faut vulgariser et ramener pour faire en sorte que la personne comprenne en face le plus facilement possible. Exactement. Mais je suis la reine des métaphores. Des fois, il y en a, elles sont abracadabrantes, mais Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. j'aime beaucoup aussi, ouais. Et à un moment donné, dans ton livre, il y a ton cousin qui te demande, je crois, les clés du bonheur pour toi, quelque chose comme ça. Exact. Et donc, toi, qu'est-ce que, pour toi, à l'heure actuelle, c'est quoi les clés du bonheur? Probité, authenticité, respect, c'est les trois bases. Après, bien entendu, il y a l'écoute, le partage, la bienveillance.
j'ai mis du temps à accepter le fait que je sois un vrai philanthrope. Pour moi, c'était un mot vulgaire, en fait. Surtout qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent philanthropes, qui se disent philanthropes, mais qui ne le sont pas. Totalement. Et ça, aujourd'hui, j'ose le dire frontalement. C'est-à-dire que tu peux me mettre même le plus grand des philanthropes, je ne citerai pas le nom, hein, mais tout le monde reconnaîtra certainement un très grand philanthrope américain. Oui. Mais ce monsieur n'est pas philanthrope, en fait. Parce que s'il était philanthrope, bah, il ne penserait pas à lui. Il penserait à lui, mais il ferait en sorte que, bah, de faire des choses, on va dire, réellement bonnes. Et il n'y aurait pas un déterminisme égoïste. C'est la discussion que j'avais aussi avec la journaliste tout à l'heure. On parlait justement du décès de quelqu'un. Quand on quand on veut pas que quelqu'un parte, c'est égoïste. Ça, c'est égoïste. C'est-à-dire que quand on a quelqu'un qui est malade dans la famille, voilà, et on sait que voilà, il va mourir, et ben généralement la démarche qu'on a dans nos civilisations, parce qu'en Asie, en Afrique, c'est pas du tout pareil, ben c'est tout de suite triste et tout de suite on pense à nous. On pense à notre tristesse. Et on se dit, mais il faut pas qu'il parte, parce que je vais être triste. Alors qu'en fait, non. Non, vous vous trompez. Bah, en fait, c'est pas le bon prisme par lequel regarder l'événement, je pense. Ouais, c'est ça. Là pour le coup, pour moi, c'est une forme d'égoïsme, vraiment. Alors que la vraie chose à faire, premièrement, c'est profiter des gens quand ils sont vivants. Deuxième chose, c'est de leur dire qu'on les aime, un maximum de fois possible. Troisièmement, c'est de se donner les occasions de faire les choses avec elles, pendant qu'on est vivant, de manière à justement à ne pas avoir de remords et de regrets. Et la quatrième chose, c'est que quand il arrive quelque chose, ben, c'est d'être heureux pour elle et de se dire que ben, c'est la vie, c'est comme ça. Il y a une forme de fatalisme, mais en fait, le lâcher prise, c'est ça. C'est de faire en sorte que les choses glissent, comme ce qu'on est en train de dire en ce moment. Mesdames, messieurs, qui nous écoutez, la vie est belle, la mort, enfin la peur n'empêche pas de mourir, mais elle empêche de vivre. Alors s'il vous plaît, arrêtez d'avoir peur. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, de toute manière, si c'est pas ce virus, ce sera autre chose. Voilà, il faut vivre, il faut profiter justement, il faut mordre la vie à pleines dents, il faut faire tout ce que vous avez envie de faire, parce que quoi qu'il arrive, on n'a pas attendu ce virus pour qu'il y ait d'autres catastrophes. Ça, Et il y a des personnes qui meurent tous les jours, tout le temps, autour de nous, loin, près, comme ça, bim, j'en connais moi, qui voilà, qui disent wow. Et est-ce que tu as encore des rêves? J'en ai une pelleteuse pleine. C'est drôle que tu parles de rêve parce que pendant les 10 années qui se sont écoulées, je me suis aussi amusé à aider des personnes à réaliser leurs rêves. J'avais créé en 2008, en 2008 une plateforme qui s'appelait C'est quoi ton rêve? Et en fait, j'ai aidé pendant 10 ans 21 personnes à réaliser leurs rêves. Waouh. Et j'avais pour idée de me dire, pourquoi est-ce qu'il faut être jeune ou malade pour réaliser son rêve? Parce que pour moi, le rêve, c'est le starter de la réussite, et l'audace, c'en est le moteur. Donc, si tu arrives à prouver à quelqu'un qu'un rêve est réalisable, et ben d'un seul coup, tu le boostes, mais il se dit, mais ouais, c'est possible. En fait, il me dit la vérité, ça s'est réalisé. Donc, tout devient possible. Et pour moi, c'est ce qui manque aujourd'hui dans cette société. C'est des personnes qui nous fassent rêver, qui nous démontrent que le rêve est possible. Des personnes qui ont des visions, qui ont des projections, qui emmènent des Walt Disney, des Martin Luther King, des gens qui ont quelque chose et qui vont dire ouais, bon, c'est bien d'envoyer 2 mecs dans l'espace, mais non, moi, je vais vous montrer que on peut faire des choses ensemble. Et ça, c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est ça qui m'intéresse, qui m'a toujours intéressé. J'ai fait des trucs de dingue. Aujourd'hui, quand je rêve, je me suis lancé dans des trucs, des flash chaudes au Stade de France, faire une toile géante avec 1250 personnes. Mais on est allé au bout. Mais on est allé au bout parce que maintenant, j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi. Parce que j'y suis allé avec mon cœur, avec de l'authenticité. Je leur ai pas menti. Je leur ai pas menti. À aucun moment, j'ai menti. Ça, c'est magnifique. Et ça, je le comprends entièrement parce que, à mon petit niveau, moi aussi, j'aide les personnes à être heureuses, à s'épanouir. Et je Bien trouve sûr. que c'est tellement important. Ah, Et réaliser les rêves, c'est pareil. Jamais on nous demande quels sont nos rêves et comment on peut les réaliser. L'école, en tout cas l'éducation nationale, enfin la société,
nous éduquent à travailler pour gagner de l'argent, mais pas à réaliser nos rêves. Alors, c'est drôle ce que tu dis parce que j'ai dîné avec ma fille qui a 16 ans, qui m'a fait prendre, j'allais dire, conscience de quelque chose de très emmerdant. C'est que cette génération-là, qui arrive, on est en train de leur détruire tout. Leurs espoirs, leurs rêves, leurs vies, leurs moteurs. On est en train de tout annihiler parce que parce qu'il y a de la peur. Voilà. Et quand elle me dit, mais tu sais, papa, en fait, toi, tu as 48 ans, 49 ans bientôt, ben, toi, tu as eu le temps de t'adapter à la mort, au concept, etc. Nous, en fait, on a 16 ans, 17 ans, et on nous le fout dans la tronche tout de suite. Donc, il faut qu'on le digère tout de suite. Et puis on nous dit qu'il faut avoir un métier, mais on nous dit qu'il faut être compétitif. Donc, on nous met les uns contre les autres. Et puis, on nous dit que la planète va super mal. Donc, si ça se trouve, on ne sait pas si la planète, elle va. Voilà, si l'environnement, ça va bien se passer. Et effectivement, c'est très anxiogène tout ça. C'est ultra anxiogène. Et nous, notre taf, en tout cas, moi, la mission que je me suis fixée, c'est de leur démontrer que c'est entièrement faux tout ça. C'est entièrement faux, qu'il y a des clés, qu'il y a des possibilités, qu'il y a des gens magnifiques, superbes, splendides sur cette planète qui font des belles choses, vraiment avec le cœur, et qui réussissent. Et c'est pour ça qu'à la suite de ce bouquin, où j'avais entendu parler de clés, je me suis dit, mais, une clé, ça ouvre des cadenas, ça déverrouille des choses. Et donc, si moi j'ai eu des clés, ben, on a tous des clés en nous, d'expérience. Donc, c'est voilà, c'est con de faire comme Père Fouras, on va pas les garder pour soi, il faut les distribuer, les clés, qu'on les partage. Donc, c'est de là qu'est venu après ton envie d'interviewer des personnes pour qu'elles puissent donner les clés. Exactement, d'où les passeurs de clés, voilà, qui est né le 4 février. J'ai fait le premier épisode, j'en ai fait 14 en première saison, du 4 février à fin juin, parce qu'il y a eu le confinement, donc c'est un peu compliqué, parce que ce sont des interviews face à face, en présentiel, comme on dit, voilà. Parce que ça aussi, c'est une relation très importante que j'ai avec mes invités, ou avec la personne humaine que j'ai en face de moi. C'est que j'ai besoin de le regarder dans les yeux, j'ai besoin d'être proche, j'ai besoin de le tutoyer, j'ai besoin d'avoir une complicité avec cette personne et de la mettre en confiance pour qu'elle se confie. Mmh. Et voilà, il y a plein de petites règles comme ça, très simples, qui permettent de mettre en confiance la personne et lui donner envie de se confier, donc d'être dans une intimité, une confession intime, mais pas la confession intime qu'on connaît à la télé, hein, un petit peu plus élevée quand même. J'imagine que c'est pas compliqué d'être plus élevé. Non, après, moi, je respecte moi, je respecte le travail de tout le monde. Tu sais, pendant un temps, je me disais, ouais, eux, ils font du mauvais boulot, c'est pas des bons journalistes. Mais au final, Gandhi disait, l'exemplarité, c'est le meilleur moyen de convaincre. C'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. C'est ce qu'il disait. Et moi, je rajouterais, quitte à m'en prendre au Mahatma, tant pis. J'espère qu'il m'en voudra pas. Mais en fait, cher Gandhi, je pense qu'en fait, tu peux enlever le mot convaincre. Le vrai lâcher prise et la vraie liberté, c'est pas de chercher à convaincre. C'est de faire les choses comme toi tu as envie de les faire, de les faire du mieux possible. Et tout coulera, tout roulera. Et si les gens ont envie de prendre et de faire et de suivre ou pas, un peu comme Forrest Gump, quand il s'est mis à courir et les gens se sont mis à le suivre, voilà, Ouais, il n'a pas fait pour plus bon, tu vois. Et puis quand il s'est arrêté, c'est parce qu'il avait envie d'arrêter, voilà. C'est un très très beau film sur le lâcher prise et sur le fait d'avoir des rêves et d'aller toujours de l'avant, de l'avant, de l'avant. Et voilà, je pense que c'est pour ça que ça m'a touché beaucoup de monde. Mais en tous les cas, voilà, ne pas chercher à convaincre. Et aujourd'hui, c'est très compliqué parce que nous sommes dans une société, surtout dans une période où tout le monde va avoir. Il y a une guerre d'ego qui est insupportable et qui au final brouille les pistes et qui au final crée de l'angoisse, de la peur et qui n'apporte aucune réponse. Aucune solution probante. Donc voilà, je dis qu'aujourd'hui, quand on veut faire quelque chose, il faut le faire, pas se poser de questions, mettre en place les choses. J'en discutais avec Mehdi hier, le film dont je te parlais, voilà, qui veut lancer une émission au moins de 7 ans. Il m'a dit, tu vois, je t'appelle parce que tu avais raison, hein. Je suis jeune, alors ils m'ont dit que fallait que je repasse dans 6 mois. Je dis, ouais, mais non, Mehdi, te laisse pas faire. Fais ton truc, prends une autre voie, va voir une autre radio, prends un autre moyen, n'attends pas. L'attente, c'est la pire des postures. Donc fais, montre que tu fais. Et si tu as une équipe, ne la lâche pas. Sois probant, sois authentique et qu'on puisse compter sur toi, sois exemplaire dans ta démarche.
On a beaucoup aussi le côté, tu sais, à vouloir être trop parfait, perfectionniste. On est énormément à avoir ce côté perfectionniste et donc tant que c'est pas parfait, on le fait pas. Bien sûr. Alors qu'au final, comme tu le dis si bien, il faut faire. Faire même de manière imparfaite. Il n'y a pas d'échec. L'erreur fait partie de l'apprentissage. Donc là où ça devient emmerdant, c'est quand on fait 10 fois la même erreur. Là, ça devient saoulant. Mais des fois, il y a des personnes qui ont besoin de faire 10 fois la même erreur avant de comprendre. C'est pas grave. Ça aussi, c'est très, très européen. Les anglo-saxons, pour eux, ils ne mettent pas dans le placard, ils ne mettent pas sous le tapis. Une erreur, c'est une erreur, ok. Thomas Edison avait dit j'ai échoué 1000 fois avant de réussir 1001 fois. Hein, de réussir la 1001e fois. Donc, le principal, c'est d'aller au bout du truc. Et même si on échoue, bah, c'est pas un échec, on l'a fait, quoi. On est là où il y a 50 personnes qui le disent, il n'y en a que 2 qui font. Tu fais partie de ces 2 personnes qui l'ont fait. Peut-être en serait amant, mais au moins, tu es allé au bout. Tu es allé au bout de tes convictions et de ton envie. Et il n'y a pas de remords, il n'y a pas de regret. Pour moi, la vraie réussite, elle est là. Ouais, totalement. Moi, je te rejoins là-dessus. Ouais. Eh bien, écoute, j'ai pas envie de le faire très très long, le live, parce qu'après, voilà. Donc, j'ai pas vu passer forcément de questions. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas. Et je te demanderai juste, moi, j'adore le message que tu viens de délivrer, en fait, parce que je le trouve magique, justement, de faire, d'oser faire. Et est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin, pour terminer? Un Écoute, message à délivrer? écoute déjà, je te l'ai déjà dit, fais de la radio parce que tu as une voix de radio. Tu as une voix incroyable. Et c'est pas de la drague ou c'est pas du voilà, c'est je te non mais non Oui, parce que ça pourrait tu vois, ça pourrait paraître. Mais non, c'est incroyable cette voix que tu as, c'est un don. Je pense que la voix peut soigner, la voix peut guider, la voix peut faire du bien, la voix peut calmer. Et quand on a la possibilité de l'utiliser, d'avoir ça, il faut le faire et parce qu'on sert à quelque chose. Et c'est justement le thème de mon deuxième bouquin que je suis en train d'écrire, à quoi je sers sur la réussite personnelle. Et pour conclure, on dit quoi dire? Non, soyez heureux, vivez, profitez pendant qu'il est encore temps. Et osez, avancer, croyez en vous. Et accueillir le sublime, tu vois. Moi, je me suis, voilà, un pacte que j'ai signé avec moi-même. Il y a 6-8 mois, j'étais pas encore, je voulais pas me faire tatouer. Je comprenais pas le truc. Je comprenais pas le d'accord. délire. Il y a 10 mois, ok. Et au mois de janvier, je me suis dit, attends, là, mon pote, tu vas te signer un contrat avec toi-même, mais tu vas pas le faire sur une feuille. Tu vas faire en sorte que tu le vois tous les jours et puis que ce soit vraiment marqué en toi. Donc, du coup, je me suis fait tatouer ces 2 phrases qui sont très brèves. Et c'est Celle-ci quoi qui les veut dire, phrases? celle-ci qui veut dire chasser le médiocre D'accord. et accueillir le sublime. J'adore accueillir le sublime. Voilà. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que je fais. C'est-à-dire que quand je dis que je chasse le médiocre, ça ne veut pas dire que les personnes sont médiocres. Ça veut dire que la relation que je peux avoir avec cette personne peut, moi, ne pas me convenir et estimer qu'elle est médiocre pour moi. C'est très important. Je ne dis pas que les gens sont médiocres. Je ne me permettrai pas de dire ça parce que j'ai aucune. Je suis au-dessus de personne, quoi. Donc, je Ouais, ne peux pas dire que quelqu'un est médiocre. Par contre, je peux dire que la relation que j'ai avec cette personne ou ce qui est créé avec cette personne ne me correspond pas mais est médiocre pour moi, pour mon élévation. bien sûr. Par contre, j'accueille le sublime, les choses qui, moi, me semblent sublimes pour moi. Voilà. Bah, au final, de toute façon, le curseur, c'est toujours soi. Les amis, si vous ne l'avez pas compris, maintenant, je pense que vous l'aurez compris. Voilà. Et allez voir Leïla, elle vous expliquera. Merci beaucoup, Cyril. Merci à toi, super. Et puis merci à tous ceux qui nous ont suivis et merci de m'avoir proposé ça, de faire ce live. Et puis, je voulais juste rajouter une dernière chose, c'est que ce livre, j'ai décidé de donner, depuis le début, mon éditeur m'a dit, ouais, écoute, tu feras ce que tu veux, mais de donner l'intégralité des droits d'auteur, l'intégralité des droits d'auteur pour l'autisme. Parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ce trouble, de ces personnes qui, au final, ne sont pas vraiment différentes de nous. C'est-à-dire qu'il y en a des bons, il y en a des mauvais, il y a tout. Et puis surtout, c'est fascinant parce qu'on est en train de découvrir plein de choses sur le fait que, voilà, si ça se trouve, c'est une intelligence trop rapide, ça va trop vite. Ce qui fait que c'est pour ça que des fois, il y a des autistes qui se balancent parce que ça bug. Donc, c'est la machine humaine est juste, on n'en a pas fait 12 milliards de tours, quoi. Donc, Ah non, ça, c'est sûr. et surtout parce que je suis certain que ces personnes, il y a moyen de communiquer avec elles par le cœur. Comme avec
Tu vois ce que je veux dire? Souvent, on dit les animaux comprennent. Je suis certain que les personnes qui souffrent d'un trouble, il y a moyen de les captiver par l'âme, par le cœur, par la sincérité, par l'authenticité. Ouais, bah, je confirme, j'ai déjà travaillé avec des autistes, effectivement, ouais. Il faut trouver leur canal d'ouverture. Ça. Et la voix, là, pour le coup, peut jouer un rôle important, et la posture, et puis la sincérité, la manière dont on est, dont on se Ce que présente, tu émanes. En fait, ils voient vraiment, ils sentent. l'aura, c'est ça. Ils sentent ce que tu émanes, tu vois. Si tu es vraiment dans le cœur, si c'est sincère ou si c'est juste un filtre que tu te mets pour faire genre. Et je suis très très heureux parce que normalement, je dois rencontrer là, au mois de septembre, Stéphane Benamou, qui est le fondateur du Silence des Justes, qui a été interprété par Vincent Cassel dans Hors Normes. Et moi, je suis très touché parce que ce monsieur, il vit à 280 à l'heure, et son assistante m'a dit quoi, il était ravi et pressé qu'on se rencontre pour échanger. Et voilà, parce que ça, c'est du don de soi aussi. Ça, c'est du cœur aussi. Donc, il y a tellement de strates et tellement, il y a un arc-en-ciel au niveau du don de soi qui est énorme. Alors, qu'est-ce qu'on s'emmerde aux choses négatives? Intéressons-nous aux choses positives. Exactement. Moi, je dis vive les choses positives, vive l'amour, vive le sublime. Ah, exactement. Merci Cyril. Merci à toi, merci encore pour ce direct, et puis eh ben, je te souhaite une bonne continuation, plein de lives, plein d'interviews, plein de rencontres, et puis au grand plaisir de se rencontrer, pas dans la petite boîte, mais en vrai. Avec grand plaisir. Pourquoi pas pour être parmi les passeurs de clés? Avec joie. Et ben voilà, le rendez-vous est lancé, il faut juste caler la date. Exactement. Mais écoute, je finis le live et je te reprends après, d'accord? Allez, c'est Allez. parti. Bonne soirée. Ciao.